Bonjour, nous sommes le 14 juillet, il est 16h30 à Paris, à la Biblioteca Astrologica, et je voudrais vous entretenir dans cette rubrique en quelque sorte quotidienne que nous proposons à nos abonnés, à nos visiteurs sur nos chaînes, des réflexions sur deux ouvrages que j'ai publiés il y a 20 ans, chez Très Daniel, le Nicolas Bourdin, le Centilogue de Ptolémée, et était là l'astrologie du livre de Thoth. Voilà, parce que je suis en train, comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis en train actuellement de revenir sur tous les ouvrages anciens qui ont été réédités en français au XXe siècle. J'aborderai prochainement d'ailleurs Henri de Boulainvilliers et également Henri Ranzo pour compléter la série de réflexions sur ces textes, à la suite de ceux que j'ai consacrés récemment à Claude Dariot, à Maureen Villefranche, à, à Ibn Ezra et à d'autres encore, à Ptolémée et à Manilius. Et je ne suis pas l'auteur de toutes ces éditions, mais d'un nombre important d'ailleurs. Et je me suis dit finalement que je pouvais avoir un nouveau regard sur des documents que parfois j'ai moi-même publiés, mais dont je n'avais pas forcément appréhendé les véritables enjeux. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que ma réflexion astrologique a évolué. Elle a évolué sur deux plans. D'une part, au niveau des origines de l'astrologie, du modèle que j'imagine être celui de l'origine de l'astrologie, et ce qui va dire en même temps de l'idée que je me fais de ce que peut être la science astrologique dans sa réalité en quelque sorte. Alors on nous objectera que l'historien de l'astrologie et de l'ésotérisme n'a pas à avoir de conviction sur la réalité de son sujet, la réalité en dehors de la réalité bibliographique. Moi je pense qu'au contraire, l'histoire ne peut pas se permettre de faire abstraction des aspects anthropologiques, sociologiques, épistémologiques en rapport avec le domaine étudié. Donc, je vais aborder un certain nombre de questions d'ordre général, mais qui sont liées à ces deux ouvrages. Les auteurs, quelqu'un comme Nicolas Bourdin et comme Jean-Baptiste Morin, sont marqués par le phénomène Galilée. Galilée qui, avec sa lunette, fait apparaître de nouvelles données, de nouvelles configurations, des satellites, des étoiles dans certaines constellations qu'on ne connaissait pas. Tout cela crée une perturbation pour l'astrologie de l'époque en termes de ses rapports avec l'astronomie. Et ça n'est pas étonnant que l'astrologie et l'astronomie s'apprêtent à divorcer au cours du XVIIe siècle. Parce que tout simplement l'astronomie elle-même fait problème pour l'astrologie, et pas uniquement dans l'autre sens. Alors, ce problème-là, parce que j'aime bien aussi élever le débat, ce problème-là, il nous concerne aujourd'hui encore, puisque l'astronomie nous interpelle à nouveau à partir du XVIIIe siècle et du XIXe et du XXe siècle avec les nouvelles planètes, donc qui sont la suite, bien entendu, du processus enclenché par Galilée. Et beaucoup d'astrologues, les astrologues sont divisés sur ce sujet, et beaucoup d'astrologues pensent qu'il faut impérativement tenir compte de ces nouvelles informations d'ordre astronomique.
Je vous présenterai ce débat sous une forme assez simple, parce que c'est vrai que j'y pense depuis un certain temps. C'est la question de la fin et des moyens. Quelle est la finalité de l'astrologie? Est-ce que la finalité de l'astrologie, c'est de comprendre le cosmos? Je ne pense pas. La finalité de l'astrologie, c'est de se servir du cosmos, de certains éléments du cosmos, certains éléments intéressants, notamment des éléments cycliques, des éléments récurrents, pour organiser la société. Par conséquent, la fin est celle de l'organisation sociale. Les moyens sont les connaissances qu'on a à un certain moment, les repères cosmiques dont on dispose, et dont on va se servir. Et on ne va pas se servir de moyens qu'on ne connaît pas. Maintenant, si on nous dit, mais ces moyens que vous avez utilisés à une certaine époque, ils ne sont pas à jour, ils sont obsolètes. Qu'est-ce à dire? Ça ne veut rien dire. J'utilise à un moment donné certaines informations, certains repères. Si j'en avais eu d'autres, j'en aurais utilisé d'autres. Tout simplement. Ça n'a aucune importance. Il s'agit de conventions qui sont établies à un moment donné, sur lesquelles nous nous sommes d'accord. On s'est mis d'accord à un certain moment, à une certaine époque. Et puis voilà. Ça ne justifie en aucune façon un changement qui serait lié au fait que les moyens dont je me suis servi ne sont plus appropriés aujourd'hui. Alors, l'objection, quelle objection véritablement sur ce dossier? L'objection, c'est que les moyens dont vous dites qu'on s'en servait, qu'on les connaissait à une telle époque, on ne les connaissait pas. Là, effectivement, là, ça devient grave. Effectivement, si on dit, par exemple, il y a 3000 ans, on connaissait Neptune, et qu'on s'est servi de Neptune pour élaborer l'astrologie, on peut nous dire, mais on ne connaissait pas Neptune, ou du moins, Neptune existait, mais on ne pouvait pas l'étudier. Donc là, effectivement, il y a une objection scientifique. En revanche, si on me dit, vous avez étudié les rapports entre telle planète et telles étoiles, les étoiles fixes n'ont rien à voir avec les planètes, donc, il faut revoir votre copie. Pas du tout. Si on ne peut pas me prouver que les anciens étaient en mesure d'étudier et de relier entre elles, à leur façon, visuellement, planètes et étoiles, j'ai aucun problème. Ça n'a aucune importance. Que ce soit fondé sur je ne sais quelle réalité astronomique au sens scientifique du terme, ou simplement sur une réalité visuelle qui faisait que l'homme pouvait regarder comment les relations entre une planète qui bougeait et une étoile qui ne bougeait pas se déroulaient, il n'y a pas de problème. Maintenant, une autre objection serait, et là elle est plus grave, mais en même temps on peut y répondre, que l'objectif d'organiser la société selon l'observation du ciel ne nous intéresse plus. Cette finalité ne nous intéresse pas. À ce moment-là, par exemple, on va dire, oui, ben on a établi depuis la fin du XVIIIe siècle des calendriers électoraux, des rythmes qui n'ont rien à voir avec le cosmos, ou très peu, sinon le soleil, les mois, etc. Et par conséquent, on peut remercier l'astrologie, c'est plus notre problème. Alors là, je réponds, ben non, je suis désolé, parce que ce qui a été établi à une certaine époque
eh bien ça risque de perdurer. Parce que nous savons très bien que le passé est rémanent, le passé se maintient, se perpétue et acquiert une certaine pérennité. Là aussi, on peut discuter, mais cette idée que ce que les hommes ont établi, ont jugé bon d'établir il y a quelques siècles, n'a plus d'intérêt, je pense que c'est une idée qui est assez légère. Donc je termine sur ce sujet. Revenons à Nicolas Bourdin. Nicolas Bourdin, donc, débat de la question des étoiles fixes. Il considère qu'il faut absolument s'en servir, mais qu'il faut les combiner avec les planètes. Cette idée est une idée intéressante. Il faut les combiner avec les planètes, mais en aucune façon, il ne faut y renoncer. À ce propos, il fait allusion à un argument selon lequel les étoiles avanceraient très lentement, et donc par conséquent, on aurait des informations qui pourraient difficilement se recouper. Ce n'est pas juste parce que, tout simplement, effectivement, les étoiles avancent très lentement, mais on peut faire corréler les planètes avec les étoiles, et là, on a des mouvements qui sont aussi rapides qu'on voudra. Donc ça, ce n'est pas un argument viable. Alors, je voudrais en venir à l'ouvrage d'Ekela, que j'ai édité en 1993, donc il y a un peu plus de 20 ans, et qui pose des questions intéressantes qui sont également celles que posait quelque part Claude Darieux. Claude Darieux est un partisan de l'astrologie horaire. Donc, c'est en cela d'ailleurs qu'il va également s'opposer à Morin. Alors que, visiblement, Bourdin est assez favorable à l'astrologie horaire. On ne reviendra pas sur ce point. L'astrologie horaire étant très populaire outre-Manche à l'époque. C'est l'astrologie des interrogations, des questions. Alors, ce qui est intéressant quand on lit Claude Darieux, qui est paru donc que j'ai édité chez Pardès en 90, donc il y a quand même près de 25 ans, c'est que au fond l'astrologie est la même. Le savoir astrologique est le même qu'on fasse de l'astrologie horaire ou de l'astrologie génécliaque, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on on s'est pas aperçu rapidement que Claude Darieux avait publié un traité d'histoire de l'astrologie horaire. C'est moi qui l'ai découvert le premier. Et donc, avec Etela, c'est un peu la même chose. Il cite Ranzo notamment, un peu Eustache Le Noble aussi, mais il en donne des passages assez consistants, mais il n'utilise pas les mêmes méthodes de tirage, les mêmes méthodes pratiques. Un peu comme Darieux, on a le même savoir astrologique, mais qui est sous-tendu ou qui débouche sur des applications utilisant des méthodes totalement différentes. C'est ça qui est intéressant. Alors lui était là, nous sommes en 1785, lui, il est dans la cartonomancie, il est dans le tarot, mais il veut quand même utiliser le savoir astrologique. Alors, c'est là l'occasion de montrer qu'en effet, l'astrologie peut alimenter des pratiques totalement différentes, sur des bases totalement différentes. Alors ça nous renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que, alors dans ce cas-là, l'astrologie est une finalité, on veut faire de l'astrologie, mais les moyens ne sont pas les mêmes. Alors on peut faire le thème natal, on peut faire le thème horaire, on peut tirer le tarot dans telle et telle condition par rapport à la date de naissance. Hein. On a une sorte de numérologie astronomantique. Voyez-vous, donc là aussi, cette dialectique de la fin et des moyens est très intéressante sur le plan épistémologique. Je voudrais m'arrêter là pour l'instant.